Vous êtes bien sur la chaîne Basket Session Reverse, on est de retour, nouveau CQFR, Shai, ce vendredi matin. On va débriefer ensemble le Game 2 entre les Celtics et les Pacers. Victoire de Boston contre Indiana, 126-110. Boston qui creuse l'écart avec un Jaylen Brown flamboyant. 40 points pour Jaylen Brown. C'est déjà lui qui avait inscrit le panier égalisateur lors du Game 1 pour arracher la prolongation. Il a continué sur sa lancée. Il n'a pas été retenu dans l'une des 3 All-NBA. Peut-être que ça a joué un peu sur sa performance, en tout cas sur son envie de montrer ce dont il est capable. 40 points de Jaylen Brown, victoire des Celtics et ça fait 2-0. Ouais, il a dit I don't give a F, hein, on va Mmh, éviter la mmh. censure, mais que la victoire lui importait et pas tellement les All-NBA Team. Après, il a quand même précisé qu'il Ouais, y avait des joueurs des deux côtés du terrain qui étaient encensés par les médias, les observateurs et qu'il les considérait moins forts que lui. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est quand même un peu vexé et je pense que ça a joué sur sa performance. C'est l'homme de cette série pour l'instant. Pardon, c'est l'homme de cette série parce que tu le disais, il y avait ce panier égalisateur au premier match. Là, il a pris les choses en main. Il a pris les choses en main au moment où Indiana était encore dans la partie et il fait, je crois, sa meilleure performance en playoff tout court. 40 points il l'a pour lui. égalé, c'est pas égalé? J'ai un doute. Peut-être égalé. Mais en Ouais, tout c'est cas, égalé. ouais. Et ça a été l'acteur principal du run dans le deuxième quart-temps, parce qu'il faut le dire, Indiana a bien démarré le match. Indiana était devant dans le premier quart-temps. Et il y a ce run de 20-0 où Jaylen Brown met 10 points, et où il a été hyper actif, hyper bon et où il a porté l'équipe. Il a jamais vraiment relâché cette agressivité offensive qu'il démontre depuis le début de la série. Un peu comme s'il avait eu envie de donner tort aux gens qui n'avaient pas voté pour lui dans l'une des All-NBA Teams. Et mine de rien, mon impression de ce match, c'est que Indiana qui, on va en parler aussi, a malheureusement perdu Tyrese Haliburton qui semble s'être à nouveau blessé aux ischio et on sait que ça l'avait privé de pas mal de matchs en saison régulière. Est-ce que c'est la fin de la série pour lui? On attend des nouvelles à ce sujet. Indiana s'est encore bien défendu honnêtement. La deuxième partie du match a été à l'avantage des Celtics, en plus sans Haliburton à partir du troisième, mais il y a encore eu des bonnes choses, donc c'est frustrant. Il y a des choses frustrantes, il y a des choses rassurantes parce qu'ils arrivent par période à jouer d'égal à égal avec la meilleure équipe de la ligue en saison régulière. Et en même temps, j'en ressors avec peu d'espoir pour les Pacers parce que si Haliburton n'est pas là sur le reste de la série, même si on a vu des équipes performer sans leurs joueurs stars jusque-là, j'ai un peu peur que ce soit compliqué pour Indiana. Il m'ont semblé juste quand même, hein. Ouais. 2e mi-temps, à part le coup de chaud de Siakam, derrière, ça reprend, enfin, Boston accélère et c'est fini, quoi. Les mecs ont plus de Mmh. jus. Rick Carlisle a sorti tous ses titulaires quand même à 9 minutes de la fin Ouais, du ouais, match. c'était tôt. Mmh. C'était donc bon, la 2e mi-temps, elle est clairement à l'avantage de Boston. Il y a quand même de la fatigue, je pense, du côté d'Indiana, qui a joué 3 matchs de plus que Boston sur ses playoffs. Ça pèse quand même 3 matchs en si peu de temps, c'est beaucoup. Hem J'en reviens à ce qu'on disait après le game 1. J'ai peur que le game 1, c'est une vraie Ouais. cartouche grillée parce que là, on se dirige, Boston est au contrôle. Boston, m'a pas l'air inquiété. Boston a ajusté. Il y a eu Boston a dominé les points dans la raquette, par exemple. Je crois que c'est alors au premier match, ils en avaient pris je sais plus combien là. Là, c'est 56-34 ou 56-38 à leur avantage. Ils ont verrouillé ce truc-là. Peut-être qu'au game 4, ils vont récupérer Porzingis. Je les sens et en plus, tu me dis que Haliburton, il va peut-être pas jouer parce qu'il est touché aux ischios. Ouais, Même c'est s'il joue, vrai. il sera pas à 100 hein. Les ischios, c'est douloureux, hein, Ouais. c'est pas simple. Moi, j'ai l'impression qu'Indiana a presque laissé passer sa chance, en fait, déjà. Je sais que ça peut être, bizarre de dire ça alors qu'il y a 2 matchs à Indianapolis où les Pacers n'ont pas encore perdu Ils sur ces sont vaincus, playoffs. ouais. Mmh. Mais moi, j'ai l'impression que ça s'annonce quand même très compliqué pour les Bon, Pacers. J'ai un pour la avis beaucoup plus ouais. pessimiste. Non, mais de toute façon, non, mais moi je suis pessimiste aussi parce que la qualification déjà de base avant le début de la série, on savait qu'elle serait compliquée. Moi je pensais juste que les Pacers avaient moyen de leur prendre peut-être, 2 matchs, tu vois? Ouais, Donc moi ça aussi, oui, ça c'était ça mon incluait mon voilà, ça opinion. incluait, un des 2 matchs à Boston avec, on avait vu les Celtics, se relâcher parfois. Là, ils l'ont pas fait sur le game 2 contrairement aux 2 séries précédentes, où ils avaient perdu contre Miami et Cleveland. Là, ils ont réussi à être sérieux, à peu près tout du long. Il y a quand même eu encore dans le troisième un passage où Siakam, tu parlais de Siakam qui fait un très bon match, ramène Indiana à 2 points, je crois, et c'est après par contre que c'est parti
Boston s'est lancé et c'était terminé. Mais quand je dis que c'est rassurant, c'est pour l'équipe globalement à moyen et long terme, en fait, c'est ça que je veux dire. Parce que là, il y a une différence de niveau, et si en plus tu enlèves Haliburton, qui est une des raisons principales pour lesquelles les Pacers en sont là aujourd'hui, c'est compliqué. Même avec l'invincibilité à Indiana, ils peuvent peut-être en prendre un à domicile, ça j'en doute absolument pas. Les deux, ça va être compliqué. Si Haliburton n'est pas là, on peut imaginer que McConnell va être titulaire, jouer plus. Enfin, c'est plutôt bien, c'est un super joueur, mais là, Boston semble effectivement vraiment en contrôle. Il n'y a pas eu besoin encore d'un gros match de Tatum. Le premier était bon, hein, mais un peu irrégulier. Et là, dans celui-là, c'est Jaylen Brown qui fait le gros du boulot. Moi aussi, je suis pessimiste sur l'issue, comme je l'étais au début de la série. Juste, j'aurais peut-être bien aimé les voir prendre un match ou deux pour récompenser le travail qu'ils ont fait, pour montrer aux Celtics qu'ils doivent rester concentrés. Ce sera peut-être le cas. On n'est pas du tout en train de dire que ça n'arrivera pas, mais c'est sûr que là, avec l'opportunité manquée du premier match, plus la blessure d'Haliburton et le fait que les Celtics sont sérieux, ça semble compliqué, ouais. Ouais, moi aussi, je voyais une série un peu plus disputée et je pense qu'en fait, c'est fou comment des fois le scénario d'un match influe sur tout le reste de la série. Mm. J'avais vu quelqu'un sur Basket Session faire une comparaison avec les finales 2018 avec la bourde de J.R. Smith qui mène à ce match perdu par Cleveland malgré un énorme LeBron James et derrière ils en perdent 3 autres de suite. Tu vois là, les Pacers, je trouve qu'ils sont vraiment s'ils gagnent le premier match à Boston, tu as une autre série en fait. Je sais qu'il n'y a que 2 matchs dans la série, peut-être que c'est un constat que je devrais faire plus tard si vraiment Boston gagne 4-0, mais là, tu sais que tu as grillé cette cartouche mentalement, c'est dur, tu as la fatigue parce que tu es plus sur l'euphorie du coup, tu es sur la frustration. Tu as l'euphorie après être sorti de la série des Knicks et cette euphorie, elle te porte un peu sur ce game 1 contre Boston et derrière tu perds avec ces 3 balles perdues en fin de match, avec, le choix de pas faire faute, des vraies erreurs, tu as raté des tirs, il y a des trucs. L'euphorie se devient de la frustration, donc tu dois être tu as un autre travail mental à faire. Tu es plus porté, tu es plus tiré vers le bas et tu arrives et là du coup les Celtics à l'inverse, tous les matchs 1 des séries avant, ils gagnaient aisément et ça peut en partie expliquer le relâchement dans le game 2. C'est bon, bah, de toute façon, ça c'est trop facile. Quand est-ce qu'on nous envoie un adversaire sérieux? Bah, dans le game 2, boum, tu te prends une petite claque et puis derrière, réaction, ils en gagnent 3 de suite. Et là, ils ont été piqués d'entrée, ils sont pas passés loin, ils ont eu chaud. Tu sais, il y a le retour au vestiaire en mode, c'est l'inverse. Là, eux, dans leur tête, c'est plus en mode, ah ouais, d'accord, ok, il va falloir qu'on joue quand même. Bah, ils arrivent, ils jouent, puis ça fait 2-0. Alors les Celtics se relâcheront peut-être à 2-0 ou à 3-0, mais j'ai l'impression quand même qu'Indiana a vraiment laissé passer sa chance et que cette série aurait pu être différente. Voilà, peut-être qu'ils me donneront tort, mais j'ose me projeter en disant que je serais vraiment pas surpris que ça finisse en 4-0. Ah, 4-0, ouais. Bah, il n'y aurait pas eu la 4-0 blessure sec, de. 4-1 parce que les Ouais, Celtics se relâchent sur le 4e match à ouais. Indiana. C'est celui où Porzingis devrait revenir. Voilà, il y a réajustement, réadaptation. Peut-être. Après, si Haliburton est là sur aucun des 2 prochains matchs, ça semble compliqué quand même si Boston joue sérieusement, même Bah, si ce le serait banc comme des ça que Pacers Boston est. se relâchera, hein, mais Ouais, c'est vrai. Mais après, parce que le banc des Pacers est bon, hein, encore, enfin, c'est un banc large, où il y a des joueurs qui apportent, des différentes choses, hein, mais ouais, non, mais je suis d'accord, ça semble compliqué parce que les Celtics, comme, je disais tout à l'heure, sont très sérieux, que, tous les joueurs contribuent très bien. Jrue Holiday, on n'en parle pas beaucoup, mais les 2 premiers matchs sont bons. mmh. Là, il fait 15 points, 10 passes, 6 sur 7 avec son activité défensive habituelle, hein. Derrick White presque en tout anonymat, il va te mettre 23 points, 6 passes aussi, il fait encore un bon match, et puis, bah, Jaylen Brown quand même il a vraiment haussé le niveau. Il est sur une série de très haut niveau. Tatum est plus irrégulier dans les matchs, mais il reste aussi menaçant. Il y a bien un match où il va faire un carton, à mon avis. Donc, ils sont solides. Alors, le banc, ça peut toujours être une petite question en termes qualitatifs. Est-ce que le banc des Celtics sera suffisant là Alors, il y a 2-3 trucs qui ont un peu changé, notamment Brissett qui a un peu plus joué parce que Cornet a été touché. Et Brissett, c'est un joueur intéressant qui était à Indiana il n'y a pas longtemps et qui, là, sur un temps de jeu très court, 12 minutes, a un impact avec des interceptions, des rebonds, plus 18 en plus-minus. Donc, bon, c'est un détail d'un match qui était joué. Tu as raison, à 9 minutes de la fin, Carlisle a sorti toute son équipe et s'est résigné un poil tôt à mon goût,
Mais ouais, voilà, on ressort de là avec le sentiment que assez logique que Boston est assez nettement devant, mais que les Pacers ont eu des opportunités qu'ils ont pas exploitées sur le premier match notamment et que ce sera très dur. Ce qui est intéressant avec Brissett, c'est que ça a permis à Joe Mazzulla de se rendre compte, qu'il a un small ball Mmh. line-up de plus, avec un mec capable de switcher, de Ouais. défendre sur plusieurs positions. Il prend 3 steals là en 12 minutes. Ça lui donne une option de plus. Tu vois, il peut se le garder dans la tête. Mmh. Si à un moment il sent qu'il y a besoin d'un small ball, de jouer small ball, Luke Kornet est pas un joueur extraordinaire. Je veux dire, tu sais, il peut lui prendre sa place dans la rotation. On sait qu'il y a 2 remplaçants forts du côté des Celtics, c'est surtout Pritchard et Horford. Alors Horford maintenant se retrouve dans le 5 majeur. Mais voilà, ça peut lui donner une option de plus dans sa tête, peut-être même pas pour maintenant, mais peut-être éventuellement pour les finales. Mmh. Si à un moment il veut jouer small ball contre Dallas ou Minnesota, voilà, c'est quelque chose, qui peut rester dans sa tête. Mais bon, on verra ce que ça donne la suite de la série entre Boston et Indiana. Pour l'instant, Boston fait le break, mène 2-0. On va parler d'une autre équipe de la conférence Est, c'est Cleveland. Cleveland, le premier Ouais. domino est tombé. Sans surprise, c'est Bickerstaff qui perd son job. Je dis sans surprise que je pense que c'était à peu près acquis qu'il y aurait des changements. Mmh. Et avant même de penser à changer l'effectif, je pense que la logique était effectivement malheureusement pour lui de virer le coach. C'est souvent le premier piston qui saute. Et voilà, C'est JB c'est toujours ça, Bickerstaff. c'est toujours le coach. Il y a eu une période d'incertitude où ils ont dit ils ont fait passer le message selon lequel ils étudiaient la situation de Bickerstaff. Ils excluaient pas le fait de le reconduire parce que mine de rien, si tu regardes sur le bilan en lui-même, il a quand même fait progresser les Cavs, hein. Il est arrivé en 2020, il a qualifié l'équipe, au 1er tour l'année dernière, demi-finale de conférence cette année. Il y a quasiment 100 victoires sur les 2 dernières saisons régulières. En soi, c'est bien. Après, les fans des Cavs le répètent souvent, ils ont des frustrations vis-à-vis de lui sur les rotations, les adaptations, tout ça. Moi, je trouve qu'il a quand même fait du bon travail. J'aurais pas été choqué plus que ça qu'il reste en poste. Mais ça veut dire que derrière, ils ont quand même l'idée de faire passer un cap, de probablement garder Donovan Mitchell et d'essayer, avec cet effectif-là, qui a des qualités. Voilà, on a vu Evan Mobley faire une belle campagne de playoff. Il y a eu des blessés. Il y aura peut-être des ajustements dans l'effectif, hein, mais je pense qu'ils vont reprendre ce noyau-là et essayer avec un coach qui a une approche différente, une expérience différente. Pour l'instant, d'après Adrian Wojnarowski, il y a 2 noms qui ressortent, qui seraient Mm. les favoris. Alors, c'est 2 noms qui flottent un peu partout à chaque fois qu'il y a un poste qui se libère, hein, mais il y a James Borrego qui est sans poste depuis qu'il est parti de Charlotte et Kenny Atkinson, le nouvel assistant de Vincent Collet en équipe de France qui est adjoint de Steve Kerr chez les Warriors et qui lui aussi probablement attend une nouvelle opportunité d'être head coach en NBA après son très bon passage à Brooklyn il y a quelques années. Ouais, ouais, Atkinson, piste très intéressante, je trouve personnellement. Pour Cleveland, ça pourrait être un super coach. Et en tout cas, il y a de la matière aux Cavaliers. On verra bien quelle tournure ça prend, mais il y a de la matière effectivement pour progresser dans les années à venir. Bien sûr, ouais, Et ça reste, Atkinson a été très bon avec un noyau de joueurs, relativement jeunes. Il a eu Jarrett Allen du coup, si je dis pas de ouais, bêtises. exactement. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Ah si c'est ça, enfin, je dis ça, hein, il est dans Il les a eu 2 Caris favoris, ouais. Levert aussi d'ailleurs, Il a eu pardon. Caris LeVert. Il a pas eu besoin d'avoir de superstar pour bien travailler avec Brooklyn et certains auraient même aimé qu'il reste, au moment où toute la smala est arrivée avec, KD, Kyrie. Moi j'ai hâte, j'aimerais bien qu'il retrouve un poste. Ça peut être aussi, on en reparlera plus tard, ça peut être aussi celui de l'équipe de France, hein, sa présence Ça n'est peut être pas les du 2. tout, oui les 2, ça peut aussi, mais sa présence, elle n'est pas forcément anodine dans le staff, je pense que c'est quelque chose qui sera étudié si ça se passe bien avec la collaboration, avec le staff de Vincent Collet. Si Vincent Collet n'est plus le sélectionneur après les JO, j'ai aucune information là-dessus évidemment. Qui a nommé Jordi Fernandez, tu te souviens? Qui a nommé Jordi Fernandez, c'est-à-dire? Oui, Jordi Fernandez, il a pris un poste quelque À part? Brooklyn, ouais. C'est Brooklyn, OK, Ouais, Brooklyn. à OK. Brooklyn, ouais. Je voulais juste me souvenir parce que lui, il fait coach sélectionneur, coach NBA et Absolument, ouais. sélectionneur, donc je voulais savoir, sélectionneur Ouais. du Canada. Juste, allez, dernière petite info pour finir concernant les coachs, et ça reste encore une fois à l'Est, c'est du côté des Pistons. Les Pistons ont changé leur GM, c'est Tragan Langdon qui est maintenant le GM, et pourquoi ça peut concerner le coach? C'est-à-dire qu'on a vu que l'expérience Monty Williams, pour l'instant, sur la première saison, ça n'a pas du tout donné ce que les Pistons Ah non, c'est espéraient. Ils clair. espéraient que leur équipe progresse et au contraire, elle est restée l'une des plus mauvaises de la ligue. Donc, il y a un nouveau GM et apparemment, voilà, selon les sources de The Athletic,
Si le nouveau GM veut choisir son coach, ce qui est souvent le cas, hein, un dirigeant, il choisit son coach. Ouais. Et donc, si le nouveau GM veut renvoyer Monty Williams, malgré le fait que Monty Williams est signé sur 5 ans avec un gros salaire, encore une fois, Ouais. très particulier d'avoir nommé un coach sur 5 ans avec un gros salaire pour ensuite peut-être le virer au bout d'un an. En tout cas, si ça venait à être le cas, si Langdon voulait choisir son coach, le propriétaire serait prêt à voilà, mettre la main au portefeuille pour payer les 4 années de contrat de Monty Williams à Monty Williams. Voilà, il les paierait de sa poche et les Pistons embaucheraient un nouveau coach. C'est peut-être la meilleure nouvelle, sauf si Monty Williams est dans l'état d'esprit de coacher une équipe qui est pas du même profil que celle qu'il a coachée précédemment. Parce que c'était ça qui était un peu, qui nous avait interpellé quand il avait commencé. C'est une équipe qui est jeune, qui est en développement, qui a pas besoin qu'on lui mette une pression tout de suite au niveau des résultats. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle, cette nomination. Trajan Langdon qu'on connaît bien en Europe parce que c'était un super joueur qui a été champion, a gagné l'Euroleague, qui a été MVP des Final Four. Enfin, c'est un super joueur et il est dans les arcanes de la NBA depuis quand même depuis pas mal d'années. Il a été scout, je crois. Et donc ça, bon, déjà c'est bien qu'il y ait des nouvelles têtes quand même, parce que quand tu sors d'une saison et de choix sportifs qui n'ont pas été payants au niveau de la draft, entre autres, déjà ça c'est plutôt une bonne chose. Et si ça débouche sur un changement de coach, moi je suis aussi pour. Pas que j'aime pas Monty Williams, hein, c'est juste que je pense pas que j'ai pas l'impression que c'était le choix le plus adapté quand tu as une équipe avec des jeunes à développer, comme ça va encore être le cas l'année prochaine. Hein. Après, s'il est là, peut-être qu'ils vont réussir à trouver une bonne manière de travailler, que ça lui conviendra, mais je suis un peu sceptique. Et là, si cette rumeur-là est déjà en train de flotter alors que Langdon vient seulement d'être mené, je pense que c'est pas un hasard et qu'il y aura peut-être effectivement un nouveau coach du côté de Détroit. Yes, on suivra ça avec attention. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera de toute façon demain pour le 6e CQFR de la semaine. Ah, juste petite chose, avant que j'arrête, pardon. Je voulais remettre en avant une des sessions qui est disponible sur le forum Basket Session, bah, ouais, comme le nom l'indique. Cette fois-ci, je vais mettre en avant une session de Philippe Delacote que je trouve très intéressante. Et il a écrit tout un article, on pourrait même appeler ça article, c'est une session, mais il est allé en profondeur sur le rôle de role player, pièce centrale dans la route du titre. Donc ça, c'est son titre. Le titre de sa session, voilà, il a développé le concept de role player, à quoi ça sert, qui sont les meilleurs role players, et cetera, et quelles équipes ont les meilleurs role players. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, vous pouvez participer au débat, vous pouvez aller regarder, retrouver ça sur basketsession.com, avec ainsi que plein d'autres sessions et nos articles, nos analyses. On écrit de plus en plus d'analyses papier aussi, hein, pour ceux qui Absolument. veulent peut-être des fois des contenus un peu plus profonds que les vidéos. Généralement, sur chaque match, il y a quand même une ou plusieurs analyses. Donc Et en n'hésitez plus, pas. vous avez pas besoin de voir nos têtes comme ça. Si vous avez juste Exactement. envie de lire et de pas voir nos têtes et d'entendre nos voix, vous en avez peut-être marre, hein, mais bah, là, à l'écrit, vous Les êtes gens tranquille. veulent entendre ta voix, mais généralement ma voix moins quand même, et je l'ai compris. Mais je peux comprendre. Mais ouais, n'hésitez pas à aller écrire vos propres sessions, vos propres articles. Ouais, ou On commenter. voilà, on vous lit, ça peut être des articles long format comme celui-là, il y en a plein, on parlait de ceux de Petit Chelem, qui fait toujours beaucoup de choses dans la journée, de très diverses et intéressantes, plein d'autres là qu'on mentionne pas là, mais qui sont très, très actifs. Continuez, n'hésitez pas, pour partager vos avis, ça peut être aussi, des sessions simples, comme Antoine l'avait déjà mentionné si vous voulez des conseils d'entraînement, des choses comme ça, voilà, il y a moyen d'interagir avec la communauté via ce moyen-là. Exactement. Allez, sur ce, on va se souhaiter bonne journée à tous et on se retrouve demain pour le 6e CQFR, celui où on répond justement à vos questions. Ciao, ciao! Ciao.